Bien, on était sur le Bénin, on évoquait donc ce réquisitoire en appel contre Ignace Sossou. La justice demande 12 mois de prison. Finalement, l'affaire Ignace n'est pas, j'allais dire, c'est pas juste Ignace Sossou, mais c'est toute la presse béninoise qui est en procès. C'est un message, un signal qu'on envoie à la presse. Faites attention, vous n'êtes pas protégés. Oui, c'est ce que je disais au début. Le premier constat, au lieu qu'on utilise la loi des journalistes pour juger ce journaliste, on l'écarte, on s'en départit catégoriquement et on utilise le code pénal général qui est là pour le commun des mortels. Alors qu'il y a une catégorisation des couches socio-professionnelles, comme au Togo. Ça, c'est le premier message. C'est pour dire simplement que faites attention à l'approche d'un nouveau quinquennat. Faites attention, sinon je peux vous mettre en prison. Et il n'y aura rien. Les gens m'ont parlé les radios internationales, les chaînes internationales, les Reporters sans frontières, 2 organisations vont dénoncer cela. Même moi, je m'en fous, vous resterez en prison. Et la preuve, depuis décembre, Ignace Sossou est emprisonné. Est emprisonné. Et on le garde dans cette maison d'arrêt, ce qui est grave pour la presse. L'autre chose qui est qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que excusez-moi l'expression, le gars n'a rien fait. Il n'a fait que son travail. C'est son quotidien. C'est ce qu'il fait tous les jours. C'est lui occulter en quelque sorte son droit à la profession ou son droit de travail. Parce que son travail, c'est de commenter son travail, c'est de relayer. Le gars a relayé les propos d'un procureur et maintenant on la signe en justice. Mais c'est pour dire, mais il faut... on sème en quelque sorte une certaine peur, une certaine cause, une certaine psychose dans la masse journalistique. Donc avant de travailler, avant de publier ou avant de relayer quelque information que ce soit, vous devez vous rappeler le cas Ignace Sossou, sinon la justice viendra à vos portes. Donc c'est une menace très sérieuse que nous sommes en train de découvrir au Bénin. Heureusement que le Togo n'est pas à ce stade. Le Togo a une très grande avancée dans ce domaine-là. Au Togo, il n'y a pas de journaliste en prison. Et puis, c'est pas le pouvoir qui tente de faire passer des journalistes au pénal. Bien sûr. Regardez même, je vous rappelle, quand on parle de pouvoir, même, sous Trump, il y a des responsables politiques républicains qui giflent des journalistes, qui agressent des journalistes. Au Togo, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu. Au Togo, il n'y a pas de journalistes en prison. La preuve, Firmin avait été traîné devant la justice. Pas par le pouvoir non plus. Non, pas par le pouvoir. Pas un plaignant. C'est ça qui est curieux. Pas un plaignant. Voilà. Et par la suite, le jugement a donné, a annulé, a tranché. Et aujourd'hui, Firmin, il est avec nous sur le plateau. C'est vrai qu'on a eu des avancées ici. Le président du CONAP en parlait dans sa dernière interview, où il disait, en tout cas, pour les 5 dernières années, aucun journaliste n'a été mis en prison. Oui, c'est un acquis pour nous. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier que derrière, les journalistes sont victimes de harcèlement et de plaintes qui tombent à tout moment dans le cadre de l'exercice de leur travail. Le journaliste, il a l'impérieux devoir de dénoncer, de dire ce qui est vrai. Et c'est ce qui est fait. Aux États-Unis, parfois, vous voyez les échanges entre Trump et des journalistes. Ce n'est pas bien. Et ça veut dire que les journalistes font peur. La grande puissance économique au monde aujourd'hui a peur des journalistes. Le cas du Bénin est un cas isolé. Je pense que au délibéré du 18 mai prochain, la décision judiciaire sera prononcée en faveur de Ignace pour que les journalistes puissent bénéficier justement de cette protection de l'État, parce que l'État a l'obligation de protéger les journalistes. Mais la curiosité dans ce qui se joue au Bénin, c'est qu'on ne semble pas avoir une levée de bouclier des organisations de la presse béninoise. Tout le monde regarde en silence, on fait l'enfant docile. J'ai l'impression que c'est à l'extérieur qu'on défend beaucoup plus Ignace Sossou. J'ai aussi fait cette remarque. La deuxième impression, c'est que les organisations auraient peur. Ou des journalistes auraient peur. Peut-être vous sortez peut-être une phrase, on vient, on vous appelle, on vous assigne en justice pour dire pourquoi vous avez dit ça, c'est votre problème. C'est pour cela. Mais en réalité, si les organisations de presse avaient peut-être organisé un sitting ou des marches pour dénoncer ou demander la libération de Ignace Sossou, ça aurait donné un certain effet et ça aurait porté un coup à tout ce complot qui est organisé
organisé, moi je l'appelle complot contre la presse. Le fait que les organisations de presse ou des journalistes de renom même ce soir tuent, c'est un danger pour la démocratie ou pour la liberté de presse au Bénin. En réalité, ce sont eux qui devraient se soulever. Ou même s'il n'est pas aimé, même si on le trouve jeune ou il n'est pas aimé, la question n'est pas là. La question, c'est le fond. La question, c'est la liberté de presse. Un point, un trait. La question, ce n'est pas un certain clivage. La question, ce n'est pas il est de gauche ou il est de droite. La question, ce n'est pas il est du centre ou il est de l'extrême droite. La question, c'est quoi? C'est un journaliste, c'est la liberté de presse. Aujourd'hui, c'est Ignace Sossou. Demain, à qui le tour? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a des gens, si nous sommes aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous. Et nous, aujourd'hui, nous en récoltons le fruit. Si des gens s'étaient tués, on ne serait pas ici en 90. Je ne pense pas qu'il y avait des plateaux comme ça qui s'organisaient pour qu'on puisse parler de façon démocratique. On vient, on critique. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont levés en 90 et se sont levés et ils se sont battus pour arracher la liberté de presse, la liberté d'expression pour nous. Aujourd'hui au Bénin, avec ce qui est en train d'arriver, où la presse est en train de regresser fondamentalement au Bénin, des organisations de presse devraient se lever pour dire non. Et non, et arrivé au mois de la justice à réfléchir, et le 18 mai prochain, peut-être on assisterait à sa libération. Le premier soutien à Ignace devrait normalement venir de sa propre famille corporatiste. C'est-à-dire que les organisations de presse, comme vous le dites, comme Firmin le disait tout à l'heure, devraient se mettre ensemble pour dénoncer cette injustice. Mais ça n'a pas été fait. Les plus gros soutiens de Ignace sont venus de l'extérieur. Il y a le Reporters sans frontières, l'Union de la presse francophone et d'autres organisations. Radio France Internationale, le fait qu'en parler... Voilà. Ça veut dire qu'il y a un problème là-bas. Il y a un problème au Bénin au niveau des organisations de presse. Il y a un gros problème. Il y a quelque chose qu'il faut dénoncer. Ou alors ils sont corrompus, ou alors ils sont complices de ce que vit aujourd'hui notre confrère, ou alors ils se préparent et peut-être les jours à venir, on entendra parler d'elle. Mais malheureusement, ce dossier traîne depuis décembre et aucune organisation de presse au Bénin ne s'est levée pour se prononcer et dénoncer cela. C'est déplorable que vous soyez journaliste et que vous êtes en face dans des ennuis judiciaires pareils et que derrière, aucune organisation ne vous apporte un quelconque soutien, ne serait-ce que pour vous remonter le moral. Le problème se pose beaucoup plus en profondeur au Bénin. La question des organisations de presse au Bénin est une question sensible et très difficile. Ceux qui sont à la tête de ces organisations, si vous demandez aux journalistes béninois, ils vous diront qu'ils n'ont pas confiance en eux. Regardez par exemple, c'est là où je parlais de la petite avancée que le Togo a pu engranger ces dernières années. Quand j'ai eu mon problème dont David vient de parler, il y a plusieurs organisations de presse qui se sont levées et qui ont demandé des règlements à l'amiable. Il y a par exemple CONAP, UGIT, OTM, des personnes de bonne volonté, des pasteurs, des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, tous se sont levés pour que cette affaire-là disparaisse, qu'on n'en entende plus parler. Et c'est ça, une certaine mobilisation. C'est ça un travail a été fait dans les coulisses et aujourd'hui, on a ce que nous avons. Au Bénin, on ne l'a pas. C'est curieux, en fait. C'est curieux. Comme j'ai l'habitude de le dire... À quel moment les Béninois sont tombés à ce niveau? Eux qui se clament être les plus démocrates, ils ne vont pas se laisser faire par-ci, par-ça. Ils le sont encore. Hein. J'ai l'impression d'avoir un peuple tétanisé devant Talon. Tout le monde est tout tremblant. On ne veut pas provoquer les choses. Talon ne le connaît pas et tout. Non, c'est ça. Les Béninois disaient, les Béninois, Ivoiriens, Ghanéens disaient non, les Togolais, ce que vous êtes en train de subir, si c'était nous, non, ça ne nous arriverait pas. Ils ont eu Talon. Ils n'ont pu rien faire. Talon est devenu, moi je l'appelle le dictateur du 21e siècle. Et Talon a tout fait, Talon a fermé la bouche à tout le monde. Ils n'ont pu rien faire. Moi je dis seulement, il y a quelque chose que le Bénin n'a pas réussi. Le Bénin n'a pas réussi à construire une classe politique sérieuse. C'est ça qui dérange tout ça en fait. Parce que quand je vous demande, si je vous demande aujourd'hui, montrez-moi un homme politique sérieux au Bénin. Vous pointerez qui sérieux en quel terme? C'est-à-dire, on dit c'est un politicien. Au Togo, on en a. Au Togo, on a Daoko Péré. Au Togo, on a Goïba. Au Togo, on a Jean-Pierre Fabre. Au Togo, on a Jésus-Christ Olympio. Ici, on fait de la politique. Mais au Bénin... Au Bénin, on vous citera des noms. Hein, je suis désolé. Il y a de grosses pointures politiques. Des politiciens qui viennent et qui disparaissent. On a l'impression d'avoir une classe politique de businessman.
Pas une classe politique sérieuse. Du moment où vous n'avez pas une classe politique sérieuse, vous ne pourrez rien construire de sérieux. Et si on a une classe politique, quoi qu'on puisse le reprocher, c'est-à-dire une classe politique de l'opposition, elle arrive à dénoncer et à proposer un certain nombre de choses. Parce que quand on parle de journalistes, quand on parle de politiciens, quand on parle d'un certain nombre de choses, la classe politique de l'opposition arrive à dénoncer et arrive à contraindre le pouvoir à certaines choses. Ça, c'est déjà un petit acquis. Au Bénin, on n'a pas ça. C'est-à-dire, on a une classe politique qui ne s'est pas fondamentalement construite et qui n'a pas duré dans le temps. C'est ce qui fait que les Béninois souffrent. Mais les Béninois seront en désaccord avec mon cher ami Fima. Hein. Si vous tenez des propos comme ça, vous allez au Bénin aujourd'hui, le Béninois vous dira: nous attendons les prochaines élections, c'est pour très bientôt. Et c'est en cela justement que le Béninois va démontrer s'il est... Ils ont eu les législatives. Oui, mais les législatives, dans quelles conditions? Tout le monde sait comment les législatives ont été organisées. Oui, justement, c'est là où il nous disait que nous, on n'accepterait jamais ceci. On a vu, ils ont... Oui. Mais aujourd'hui, la question la plus importante... Avec la volonté du prince Talon. Aujourd'hui, Talon, en tout cas, beaucoup de Béninois se retrouvent dans sa politique. Hein. Je vous rappelle que c'est la majorité des Béninois qui a voté pour Talon. Oui, il a eu 65%. Voilà, à l'heure où nous parlons... S'il savait... À l'heure où nous parlons, les 65% vous disent qu'ils se retrouvent dans la politique de non, la dernière fois, il a fait législative, il y a eu 23% de participation. Ça, c'est de participation. Les conditions dans lesquelles... Où étaient passés ces 65% qui avaient voté pour lui? Les conditions dans lesquelles les législatives ont été organisées n'étaient pas les mêmes. Et pour les présidentielles, les Béninois avaient besoin de renouveau. Ils l'ont manifesté. Oui, aujourd'hui, c'est 65%. C'est le prix du renouveau. Donc, c'est ça, au fait. C'est ça, regardez. David a touché un point très important. C'est-à-dire, c'est à l'approche des élections qu'on découvre les hommes politiques du Bénin. Par exemple, un Yahi Boni qui vivait au Togo, à la boîte, c'est ça, non? Oui, à la boîte. Et il s'est présenté à la présidentielle et il a gagné. Et après, on a vu comment il a géré le Bénin et puis il est parti. Après, un Talon, un Ajavon viennent. Et après la présidentielle, Ajavon aussi, avec ses ennuis judiciaires, on ne le voit plus. Mais les hommes politiques béninois, ils sont où? Ils n'ont pas réussi à construire une classe politique sérieuse. C'est pour cela que leur démocratie ne sera jamais pérenne. C'est-à-dire, c'est une démocratie qui va aller dans un certain atermoiement. Ça va avec des hauts et des bas. Ça ne marchera pas comme ça. Du moment où ils n'ont pas construit une classe politique sérieuse. Le prochain sujet, c'est le Burkina Faso. L'isolement levé à Ouagadougou et dans d'autres villes. C'est par un décret le lundi soir, que le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a mis fin à l'isolement qui concernait toutes les villes dans lesquelles des cas de coronavirus avaient été détectés. Depuis la fin du mois de mars, les liaisons de voyageurs étaient interdites entre des douzaines de villes, dont la capitale. Une situation qui réjouit beaucoup les transporteurs, mais qui inquiète le personnel médical, qui a mis en garde contre les risques de propagation de la maladie dans des villes qui étaient jusque-là épargnées. David Diakbavi, la décision est motivée par, il faut le dire clairement, des soucis économiques, mais dans un contexte sanitaire où, en Afrique de l'Ouest, le Burkina reste le pays le plus touché, que ce soit en nombre de cas, en nombre de décès. C'est inquiétant, cette décision. Oui, inquiétant et non inquiétant. Non inquiétant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la courbe économique du Burkina a présenté un bilan déficitaire. Donc, il faut très tôt trouver des solutions palliatives pour justement rebooster l'économie. Et la solution, c'était l'ouverture des marchés et aussi l'ouverture des axes de transport entre les villes. Cette décision fait suite à l'interpellation du syndicat des commerçants de Ouagadougou, qui la semaine dernière avait interpellé le chef de l'État sur la nécessité de réouverture des marchés, surtout ceux de la capitale. Alors, le président a, semble-t-il, écouté leur message et a décidé de l'ouverture des marchés et de la levée de l'isolement pour Ouagadougou et pour d'autres villes burkinabées. C'est un ouf de soulagement pour ces commerçants et pour tous les usagers qui utilisent ces moyens de transport pour pouvoir se déplacer. Maintenant, c'est inquiétant
Dans ce sens où quand nous prenons un peu les exemples des autres pays, on a vu un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont appelé au déconfinement et qui tout de suite ont vu le taux de contamination. Voilà. Le Ghana, par exemple. Voilà. Et donc, il faut faire très attention. Et pour le cas du Burkina, qui est le pays le plus touché, aujourd'hui, il faut quand même comprendre qu'il y a nécessité de mettre en application les gestes barrières et surtout le respect des consignes données par le gouvernement et par les instituts sanitaires. Il faut faire très attention, sinon ça ne sert à rien de rouvrir les marchés et de recenser des malades qui vont se retrouver à l'hôpital pour se faire soigner et donc abandonner leurs activités économiques au marché et se retrouver dans confinés quelque part en train de suivre des soins. Il faut que tous les bénéficiaires de cette décision du président burkinabé comprennent la nécessité aujourd'hui d'être du côté du gouvernement et de comprendre la nécessité aujourd'hui de se protéger et de protéger les autres. Sinon, vous verrez que à la suite de ce déconfinement, les chiffres qui vont être présentés dans les jours à venir risqueraient de donner du vertige du côté du Burkina. Alors le Burkina, comme je le disais par erreur, c'est pas le pays le plus touché de l'Afrique de l'Ouest, c'est plutôt le Nigeria qui a 2802 cas. Le Burkina a 672 cas, mais c'est quand même l'un des pays qui affiche le taux de mortalité le plus élevé, parce qu'après le Nigeria, où il y a eu 93 décès, au Burkina, il y en a en tout 46 sur 600. Donc pour 672 cas, c'est quand même très énorme. C'est vrai que les transporteurs se réjouissent, les commerçants vont se réjouir, mais le risque, il est là, il est grand, que la contamination se propage. Oui, bien évidemment, si vous analysez un peu comment la contamination s'est multipliée de par le monde, c'est avec des regroupements. Italie, cela est parti d'un match de football. En France, un match de football. Donc, avec les marchés, il faut extrêmement faire attention. Bien sûr, aujourd'hui, ils s'en félicitent, même le corps médical a raison. On devrait en réalité s'en méfier. Mais si le gouvernement a pu arriver à ce stade, il a l'obligation d'imposer systématiquement le respect des règles barrières. C'est ça, non? Les règles barrières. Ouais, des règles barrières, c'est-à-dire tout le monde avec cache-nez et puis des dispositifs de lavage des mains à l'entrée de chaque marché. Si vous voulez éternuer, vous éternuez dans le creux du coude. Ainsi de suite. Et la police devrait, ou la police municipale devrait s'en charger pour que ces règles-là soient respectées à la lettre. Sinon, ils vont retomber et il leur sera difficile de se relever. Mais il y a aussi, par exemple, quand vous suivez un peu l'actualité avec l'Italie, on est en train de déconfiner un tout petit peu, mais les chiffres sont encore en train d'aller en crescendo. C'est-à-dire le taux de contamination est en train de connaître une hausse. C'est parce que les gens n'arrivent pas à respecter les règles barrières. Mais aussi, Samia, c'est mon deuxième point, mais le gouvernement a raison. Si vous vous rappelez un peu les premiers discours du président Christian Kaboré, il dit avec ça, nous allons avoir un manque à gagner de 306 milliards de francs CFA. 306 milliards de francs CFA. Et la croissance va passer de 6,3% à 2%. Une baisse terrible dans une année. C'est tellement incroyable. On va trouver cet argent-là où? Si on va fermer tous les marchés, on va faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on va trouver l'argent où? Bien sûr, l'Union européenne a accepté à accompagner le Bénin au début de cette crise sanitaire avec 630 millions. Mais face à 306 milliards, c'est pratiquement rien. On va trouver cet argent-là où? Le gouvernement burkinabé se dit, on n'a pas d'argent, mais on est obligé de rouvrir les marchés, mais peut-être on va imposer le respect des règles barrières. C'est là qu'il faut donner raison à Talon. Talon, c'est le président le plus réaliste dans cette crise. Il a dit, nous, on ne peut pas. Oui, au moins avec cette crise sanitaire, mais sur le plan démocratique, il a des problèmes. Sur le plan démocratique, il faut lui reprocher certaines choses. Mais par rapport à cette crise-là, il dit non, on ne peut pas confiner. Le confinement ne peut pas être total au Bénin parce qu'ils n'ont pas les moyens pour gérer ce confinement-là. C'est ça, on fait le problème. Maintenant, ici,
le président Kaboré s'en aperçoit et se dit on ne peut pas rester indéfiniment confiné. Ça va être des problèmes. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour continuer à payer les fonctionnaires? Même s'il faut aider les plus vulnérables, on va trouver l'argent là où? Sur le plan économique, le Bénin va connaître une récession terrible. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est rouvrir les marchés. Donc, il faut comprendre aussi le gouvernement burkinabé. Mais il faut lui dire, messieurs les gouvernants, vous avez l'obligation d'imposer le respect des règles barrières dans tous les marchés. Parce que imposer les règles barrières, c'est ce que préconise également le corps médical. Mais déjà, dès l'entrée en vigueur de la mesure d'ouverture le lundi, on a eu une vingtaine de nouveaux cas détectés. Ouais, c'est ce qui est extraordinaire. Est-ce qu'il faut confiner la population pour éviter de propager la maladie? Ou alors est-ce qu'il faut ouvrir il faut permettre à la population, il faut déconfiner pour continuer de recenser encore? C'est toute l'interrogation. Et ça devient inquiétant. Personne n'arrive à comprendre ce qui se passe réellement. Même dans la mise en application des gestes barrières, au-delà de ça, le virus continue toujours pas à être propagé. Ça veut dire que quelque part, les citoyens de chaque pays ne prennent pas encore conscience de ce qui se passe. Au début de cette crise sanitaire au Burkina, mais tout ce que les gens racontaient, c'est extraordinaire. Vous posez des questions, vous vous dites, mais est-ce que ces personnes sont sérieuses dans ce qu'ils sont en train de raconter? Mais c'est pas possible. On vous dit que c'est une maladie qui a été inventée par les Blancs pour faire machin. Et ça c'est à Ouaga. Et on a vu les conséquences après. Donc aujourd'hui, que la décision a été prise de déconfiner, les premiers chiffres qui sont sortis sont alarmants. Ouais. Le déconfinement a permis à apporter plus de contaminés que le confinement. Ouais. Alors, la solution, c'est laquelle? Il faut que chacun réfléchisse. C'est vrai qu'en face, il y a des défis économiques. Il y a le blocage économique, etc. Il faut se remettre dans les activités financières, économiques et tout ça. Mais est-ce qu'on préfère relancer le secteur économique et tous les jours recenser des malades? Mais si tous les jours on va recenser des malades, un beau matin, personne n'ira plus au marché. Hein. Donc il faut faire très attention. Il faut que la population burkinabé comprenne que les décisions du gouvernement, c'est d'abord pour les mettre en protection et pour protéger tout le monde. Alors si on déconfine et que vous arrivez, que vous ne mettez pas en application les mesures barrières, le président Kaboré, lui, il est dans son palais. Hein. Ses ministres sont dans leur palais. C'est la population, la base, qui subira le coup. Et donc, il faut faire très attention. Il faut un éveil de conscience collective pour que les gens comprennent que ce combat, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Si vous voulez aller au marché, mettez un cache-nez. En ne portant pas un cache-nez, vous exposez, vous exposez les autres. Si vous ne respectez pas les gestes barrières, vous exposez les autres. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'investissement et les sacrifices doivent venir de tout le monde à partir de la population du Burkina. C'est elle qui souffre, c'est elle qui a dit rouvrez les marchés parce qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Et le gouvernement était attentif, il a écouté, il a rouvert les marchés. Il ne faut pas que, à la suite du confinement, qu'on nous dise il y a 100 contaminés, 200 contaminés, alors que pendant la période du confinement, il n'y avait pas ces chiffres de contaminés. Ce que les gens ne comprennent pas peut-être avec cette maladie, c'est pas son taux de létalité qui est le plus, même si on nous montre des chiffres très élevés, il y a des maladies qui font beaucoup plus de décès que ça, on n'en parle pas forcément, c'est la contagion. Et pour l'éviter, c'est les gestes barrières, mais les populations, on est dans des pays où même le niveau d'instruction n'est pas très élevé, ne comprennent pas, ont toutes sortes de philosophies autour de la maladie. Donc, l'application de ces mesures barrières n'est pas dans les habitudes. Non, c'est ça, c'est maintenant, c'est comme, il y a un nouveau monde qui s'est créé, on nous prend d'un ancien monde et on nous plonge dans ce monde. C'est avec ces différentes règles. Cela va être difficile, c'est une question d'habitude. C'est ce qui alarme ou ce qui crée la psychose, c'est quand on voit compter le nombre de morts. Oui. C'est là où les gens ont peur. Au Togo, c'est quand on a annoncé le premier décès, le second décès, que les gens ont dit « Ah, cette affaire-là, c'est sérieux. » C'est sérieux. Donc, c'est ce qui peut faire, c'est ce qui peut effrayer. Même si c'est regrettable, c'est ce qui peut... Et on ne doit pas attendre à ce qu'on nous annonce des milliers de morts, des centaines de morts, avant qu'on ne prenne conscience de la situation. Mais
coronavirus tue. Tout le monde doit le savoir. Ça tue. Lorsqu'on ne respecte pas les règles barrières, ça tue. Donc tout le monde a l'obligation de prendre les précautions, de respecter les mesures imposées par les gouvernants. C'est ça, au fait, qu'il faut chanter tout le temps sur les médias, à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui regardent. C'est ça, c'est ce qu'il faut chanter régulièrement. Les Burkinabés, je ne sais pas, ils se disent... ce sont des maladies inventées par les gouvernants, par le président, par les autorités. Alors c'est faux. La maladie vient de quelque part et ça tue, ça se propage très rapidement. Vous avez dit qu'en réalité, vous savez, quand vous faites un peu les recherches, on a l'impression il y a des grippes qui tuent en réalité. Par exemple, en Chine, il y a une grippe qu'on appelle grippe saisonnière. Ça tue 400 000 personnes chaque année. Italie, il y a une grippe en Italie, ça tue 13 000 personnes chaque année. En France, il y a une grippe, ça tue 10 000 personnes chaque année. Mais la force de coronavirus, c'est sa capacité de contamination, de propagation. C'est ça la différence d'avec les autres grippes. Ici, la maladie se propage à une vitesse incroyable. C'est pour cela que nous avons l'obligation de respecter les règles barrières, que tout le monde s'en aperçoive si on veut rester en vie. Mais au pire des cas, si la population ne veut pas se mettre dans les rangs, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il faut faire appliquer la force. Parce que ce n'est pas à cause de l'insouciance et de l'inconscience d'un petit groupe de citoyens que l'ensemble de la population de Burkina Faso va être contaminé par ce virus. Mais ailleurs, la force a été mise en application et ça a donné des résultats. Le souci aussi, quand on demande par exemple aux gens de porter des masques, il faut pouvoir leur en donner. En France, vous savez, on prévoit le déconfinement à partir du 11, mais le gouvernement a commandé des millions de masques qui vont être distribués gratuitement dans des transports pour les gens qui auraient oublié leur masque et tout. Mais quand on est dans des pays où vous avez des gens où le revenu, avoir même 200 francs, c'est toutes les peines du monde. Donc le masque, c'est un luxe que certains ne peuvent même pas s'offrir. Oui, et vous savez, il y a une bénédiction que Dieu a donnée à l'Afrique, c'est l'intelligence de l'être humain, de l'Africain, qui arrive à partir d'une situation dramatique à sortir de son intelligence, une créativité qui est caractéristique à l'Afrique. C'est ce qui s'est passé au Togo. Au départ, lorsque la décision a été prise de porter des masques, moi-même, j'en avais pas. Parce que d'abord, pour en trouver, c'est difficile. Et quand vous le trouvez, c'est cher. Mais tout de suite, les gens ont commencé par fabriquer des masques. Ils ont commencé par fabriquer des masques. Aujourd'hui, dans toute la ville de Lomé, en tout cas, vous avez peut-être le 1/10 des habitants qui portent des masques pharmaceutiques. Les 9/10 ou les 8/10 ou les 8 sur 10 des Loméens portent des masques artisanaux. Alors, ça peut se faire aussi au Burkina. Si les Burkinabés disent on n'a pas les moyens, que le gouvernement sort de l'argent pour commander des masques et les offrir. Mais et c'est des masques confectionnés. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Et c'est des masques. Et c'est des masques réutilisables. Lorsque c'est sale, vous le lavez, vous le séchez. Le Burkina est un pays ensoleillé. Vous le séchez en quelques heures. Vous le remettez. Donc le gouvernement peut aussi aider. La population aussi peut participer à cette politique-là. Non, le problème, c'est je n'arrive pas à comprendre quelque chose. J'ai l'impression que le Togo et la Mauritanie, peut-être, sont les meilleurs élèves, au fait. La Mauritanie a réussi à circonscrire la maladie. Au Togo, j'ai l'impression qu'on a adopté la même méthode. Jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on a réussi à circonscrire la maladie. Parce que quand vous voyez... Il y a eu des cas au nord, à Diakpanga. Oui, regardez, on a réussi à circonscrire la maladie. Par exemple, les nouveaux cas de Diakpanga, de Senkase, c'est avec des frontières. C'est avec des frontières. Pas seulement, ce ne sont pas des cas qu'on a trouvés facilement à Lomé. C'est parce qu'on s'est rendu compte que ça va être dangereux. On dédie un hôtel à ça et on dédie un centre de santé à ça. Donc, c'est quelque chose de formidable dont on peut se féliciter. Les autres pays du continent devraient s'en inspirer pour éviter la propagation. Parce que je le dirai toujours, le problème ou la solution qu'on peut apporter dans l'immédiat, c'est d'arriver à circonscrire la maladie. Si vous ne circonscrivez pas la maladie, ça se propage. On sait qu'il y a tel nombre ici et on le gère. La pause et on revient après le journal.